Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans iWeek, le rendez-vous hebdo de l'actu Mac sur Watch TV. On est ensemble jusqu'à 23h, on est en direct, il est 22h en ce jeudi soir et je suis très heureux d'accueillir l'un de nos invités qui est en studio. Alors vous connaissez sans doute son nom, mais vous connaissez certainement moins son visage. Vous avez sans doute utilisé son utilitaire pour créer une clé de démarrage avec Lyon, Mountain Lion ou Mavericks. C'est un certain Guillaume Jette qui est avec nous aujourd'hui. Guillaume, bonjour, bonsoir. Salut Benjamin. Salut, alors rapproche-toi bien, voilà. Sois bien présent avec nous, qu'on passe cette heure avec toi avec beaucoup de plaisir. On n'est pas tout seul, hein. On a l'impression qu'on est tous les deux comme ça, mais il y a trois autres compères qui nous ont rejoints pour cette émission, eux aussi en direct. Alors on va aller tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier que je voudrais saluer, c'est Erwan Lecloirec. Salut Erwan. Salut Benjamin. Merci d'être avec nous Erwan. Alors, petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Yak Yak Yak. C'est un bon résumé? Oui, Yak Yak Yak, c'est un site communautaire qui est dédié à tout l'écosystème Mac autour de la vidéo professionnelle. Voilà. Donc on parle bien sûr de Final Cut, mais aussi de Adobe Premiere et un peu tous les matériels qu'on peut retrouver dans cet écosystème pour l'étalonnage, pour le stockage, voilà. Donc il y a un forum, il y a des news, des actus et pas mal de vidéos ces derniers temps. D'accord. Alors ta caméra tremble un petit peu. Je sais pas où tu l'as posée, mais ouais, c'est sur la table. Hein, tu vas trouver une solution, je suis sûr. Le temps que on dise bonjour à nos deux autres amis qui sont avec nous. Le premier, vous le connaissez tous les deux d'ailleurs, hein, mais le premier des deux, c'est la deuxième fois qu'il nous rejoint pour iWeek. C'est Jean-Christophe Vigne. Salut Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Alors Jean-Christophe, je t'avais présenté la dernière fois comme un vieux de la vieille tout aussi du monde Mac. Excuse-moi, t'es pas si vieux. Rappelle-nous Jean-Christophe qui tu es. Aussi vieux qu'Apple. Un utilisateur Mac avant tout et un ex-journaliste dans la presse Mac. Et oui, puisque tu as changé de camp. Et tu fais quoi d'ailleurs aujourd'hui? Parce que je pense qu'on va d'ailleurs en parler un peu plus tard dans l'émission. Moi je suis spécialisé dans l'univers des noms, des adresses internet. Voilà. Et il se trouve qu'il y a plein de noms de domaines qui sont en train d'arriver. Donc on va notamment reparler avec toi tout à l'heure, Jean-Christophe. Le dernier invité de cette émission, vous le connaissez, c'est un des piliers maintenant, hein. Gilles Dounès. Salut Gilles. Bonjour Benjamin. Gilles, c'est Mac+. Oui, Mac+, depuis maintenant 1997, cette fois-ci je l'ai dit sans me tromper. Tu avais dit quoi, 2007 la dernière fois, hein? 2007, oui. Voilà. C'est rajeuni un peu. Non, ça marche pas avec nous. Tu sais, nous, on traque les fausses infos dans iWeek, donc ce genre de choses ne passera pas. Et merci d'avoir rectifié. Bon, on va passer en revue ensemble l'actu Apple de la semaine. Et puis, si notamment Erwan est avec nous, c'est parce qu'on va reparler aussi du Mac Pro. Puisqu'Erwan, tu as été peut-être sans doute même le premier en France à le tester, je crois. Tu peux nous en dire un mot avant qu'on y revienne tout à l'heure de ces tests du Mac Pro? Ça a commencé quand? Ça a commencé une semaine avant Noël. Donc je suis allé l'Apple m'a invité à Londres pour avoir une petite démo du Mac Pro. Et en fait, à la fin de la démo, ils sont venus avec une petite boîte, une grosse boîte. Et je suis reparti avec. Donc, c'était quand ça, tu dis? Comment? C'était quand? C'était avant Noël, vers le 21 décembre. Pas mal comme cadeau. Non, mais il est reparti. Donc. Ah bon, d'accord. Bon, et donc, en gros, ça fait un peu plus d'un mois que tu en as un. Et donc, voilà, tu as pu le tester en long et en large, hein. Alors, on va reparler en détail, mais globalement, comme ça, première impression, qu'est-ce que tu dirais?
C'est pour moi la machine que j'attendais de la part d'Apple. On pourra parler performance un petit peu plus tard, mais au niveau du design, il y a quelques éléments clés qui révolutionnent, je trouve, la machine ou le Mac en général. Par contre, après, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins révolutionnaires que ce qu'on peut penser. Mais voilà. Mais on va en discuter ce soir. Ouais, on va en reparler. Et puis, je renvoie à tous ceux qui nous regardent. Alors, d'abord, regardez, il est là, au nouveau numéro d'iCreate qui est en kiosque depuis quelques heures. Et puis, si vous ouvrez iCreate, vous tombez sur cette interview que tu as faite, Erwan, avec notre confrère et notre ami Olivier Frigara, sur ces tests du Mac Pro. On voit le titre, la version de base du Mac Pro devrait couvrir 80% des besoins, ça tombe bien. On n'aura pas forcément besoin de s'offrir la version à 8000 et quelques euros, c'est ça je crois. Hein, Erwan, le plus cher, il est à près de 9000 euros. Hein. 9005. C'est ça, voilà. Il a regardé le tarif quand même. Il De près. Ouais. Voilà, donc on va reparler du Mac Pro dans quelques instants. D'abord, on va marquer une toute petite pause et puis on va revenir sur 2-3 news qui ont marqué la semaine du côté de chez Apple. À tout de suite. Voilà, vous êtes dans iWeek sur Watch TV, on est en direct et on attend d'ailleurs vos messages via Twitter avec le hashtag iWeek ou Watch TV. Les messages arrivent sur l'écran qui est devant nous, hein, Guillaume, je te fais confiance pour relayer tout ce qui va tomber, à la fois sur l'actu Mac, sur le Mac Pro. Si vous avez des questions pour Erwan ou pour Jean-Christophe, pour Gilles ou pour Guillaume, vous êtes les bienvenus. Finalement, Guillaume, c'est à toi que j'ai posé la question là. C'est à toi que j'ai laissé le moins de temps pour te présenter. Oui, c'est pas grave. Alors, tout le monde mérite de te présenter longuement. Alors, beaucoup de gens te connaissent via cet utilitaire absolument génial qui nous a... Bah oui, faut le dire. Hein. Ouais, je sais pas si c'est du génie, mais enfin... Ah oui, il a rendu service. Parmi vous trois, les amis en duplex, qui a utilisé l'utilitaire de Guillaume? Erwan? Jean-Christophe? Pour moi, quand je changerai le disque dur du MacBook Pro, je l'utiliserai, oui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Même depuis Lion, t'as jamais utilisé l'utilitaire de Guillaume? Non, j'ai fait à la sauvage en écrivant par-dessus. D'accord. Ça n'empêche pas. Tu peux le faire aussi avec. Ça n'empêche pas. Guillaume, juste un mot de cet utilitaire. L'idée t'est venue comment de créer ce type de programme? En fait, c'est pas vraiment que j'ai eu l'idée, m'est venue parce qu'effectivement, quand Apple a sorti Lion, il n'y avait aucun moyen de se dire tiens, j'ai l'installeur de Lion, et puis je peux en faire un disque bootable facilement. Alors, il y avait des lignes de commande qui existaient dans l'utilitaire de... Enfin, on pouvait le faire avec utilitaire de disque, par exemple. C'était une méthode manuelle. Ouais. Et puis, en fait, l'idée, c'était de me dire que moi, je m'intéresse beaucoup à AppleScript, qui est le langage de programmation inter-application d'Apple. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurai les compétences pour automatiser au maximum le processus? J'ai un écouteur qui est tombé. Oh, c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, au départ, c'est vraiment un challenge pour voir si j'arrivais à le faire. Vraiment, c'était pas plus que ça. Et pour m'amuser, je me suis dit, bon, allez, je vais le mettre en ligne, peut-être que ça peut dépanner de quelques personnes. Et alors, le truc qui est rigolo, c'est que je l'ai mis en ligne, puis j'ai vu que les sites français en parlaient, et puis il y avait 2000, 3000 téléchargements sur les 2-3 premiers jours. Et puis, il y a un site américain, 9to5Mac, qui en a parlé, et là, j'ai vu le compteur passer à 90 000 dans la journée. 90 000 téléchargements. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose en fait. Finalement, il y a peut-être un besoin auquel Apple n'a pas répondu. Donc après, le logiciel, j'ai commencé à le développer, à ajouter des fonctions en fonction des retours, des choses comme ça. Et puis, en fait, il a pris sa propre vie quasiment tout seul, quoi. Voilà. C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un logiciel que j'ai lancé à la base pour m'amuser, en fait, pour voir si j'arrivais à faire quelque chose avec ça. Ouais, et donc aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il existe maintenant? Ça fait depuis la sortie de Lion, tout à fait, à peu près juillet 2012, c'est ça. Combien de téléchargements en je les compte pas. Très honnêtement, je les compte pas. Je sais que... Alors, le truc qui m'arrange, c'est que j'ai fait un moment... Moi, le critère le plus rigolo, c'était les dons qui ont été faits, parce que j'avais mis en place un système de dons pour les gens qui voulaient faire une donation, éventuellement, pour soutenir les développeurs, n'est-ce pas? Et en fait, le truc le plus rigolo, c'est pas tellement que les gens aient donné une certaine somme qui des fois étaient impressionnantes. Enfin, moi, je trouvais que les sommes, je trouvais démesurées par rapport à ce que je faisais. C'est-à-dire, c'est quoi le plus gros don que tu as eu? Allez, je pense que le plus gros don, ça doit être dans les $90. Ah oui. Ce qui est quand même assez énorme. Mais en fait, je pense que c'est lié à est-ce que j'ai un intérêt dans ce logiciel? Est-ce qu'il m'a sauvé la vie? Peut-être que ça a sauvé la vie de personne, et puis voilà. Mais c'est vrai que, quand j'ai vu un jour un don de Steve Wozniak, là, je suis un peu tombé de ma chaise. Non. Si.
Un jour, je me suis levé, puis sur mon iPad, je relevais mes mails, là, je vois steve@rose.org. Là, je fais « Ah oui, quand même !» J'écris pour voir. Je lui ai demandé « Est-ce que c'est bien vous ?» Il m'a fait « Oui, je donne pour les shareware qui me sont utiles. » Et voilà. Donc, j'ai fait « Voilà, bon, c'était un petit peu le truc rigolo. » Il a donné combien, si tu te souviens? Je ne le dirais pas. Plus que $90? Je ne le dirais pas. Ah, je ne dirais pas. C'est pas. Ça, par contre, le côté don, c'est quelque chose de. D'accord. Voilà. Mais récemment, c'est. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Andy Rubio, le développeur, le chef produit FileMaker, qui a fait un don aussi. Même chez Apple. Alors voilà, c'est assez marrant, c'est que même chez Apple, il y a des gens qui font des dons comme ça. Mais ça veut dire que. Est-ce que tu pourrais vivre de ce. Non, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif en fait. Ouais. Bon, ça fait un revenu en plus, on va dire, mais c'est pas mon objectif du tout. Mais c'est vrai que ça surprend. Enfin, moi, je pensais pas que ça pourrait prendre une telle ampleur, enfin que le logiciel prenne une telle ampleur en 3 ans, quoi. Donc voilà. Alors merci Guillaume, on est très heureux de t'accueillir, enfin je suis très heureux parce que je suis tout seul, t'accueillir ici dans iWeek. Les amis, je voudrais qu'on passe en revue les grands faits marquants de l'actu Apple de cette semaine. Petite question à la cantonade comme ça, quelle est l'info qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous l'avez en tête? Les résultats d'Apple. Ah voilà, Guillaume met l'épée dans le plat direct. Moi je suis comme ça, nature. Les résultats d'Apple. On va en parler. Ça vous parle, les amis, ou pas? Non. Bien sûr. Oui. Oui. Tout à fait, oui. Bon, alors Guillaume, tiens, puisque tu as pris la main, qu'est-ce que tu as retenu des résultats d'Apple? Eh ben, écoute, c'est les meilleurs, plus mauvais résultats d'une entreprise, je crois qu'on a vu depuis quelques années. Hein. Ça marque toujours la même chose, c'est qu'Apple fait de la progression, vend plus d'appareils, fait toujours des chiffres d'affaires toujours meilleurs, mais si on regarde les résultats et qu'on regarde les annonces le lendemain, comment les résultats sont rapportés le lendemain, c'est très décevant. Enfin, Apple n'a pas fait un bon trimestre, ils n'étaient pas bons. Alors, il y a peut-être un point sur lequel Apple n'a pas été bon. Ça même, Tim Cook l'a dit, c'est les résultats de l'iPhone 5C. Ils sont plantés sur les prévisions entre l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Ils pensaient que l'iPhone 5C se vendrait plus. Et finalement, c'est l'iPhone 5S qui était moins disponible, qui s'est plus vendu. Donc ça a eu un impact sur les résultats. Ça, c'est sûrement évident. Surtout qu'il a été en dispo très restreinte pendant pas mal de temps. Donc ça a dû avoir un petit impact. Encore que je ne suis pas forcément convaincu, de toute façon, cet impact il va arriver, ça va être juste les gens vont décaler leur achat sur le mois suivant. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un iPhone 5S disponible de suite qu'ils vont pas se dire ok, je vais me prendre un Samsung qui est disponible maintenant. Ils vont peut-être attendre 2-3 semaines et puis voilà. Alors on va revenir en détail sur les ventes d'iPhone, mais les amis, là vous qui êtes en ligne, Guillaume n'a pas l'air totalement de reprendre l'idée de trimestre record mise en avant par Apple. Pourtant les chiffres sont assez bons, non? Ah si, moi je suis d'accord. Ils sont très très bons, c'est ce que dit Guillaume. Gilles. C'est l'approche et la façon dont il a été accueilli comme d'habitude par les commentateurs qui le chiffonnent. Je suis bien ton idée, Guillaume. Tout à fait. Non, c'est ça. C'est effectivement la façon dont les analystes, le mot est lâché. Les analystes renvoient les résultats d'Apple et disent nous on attendait 55 millions, on a fait nos analyses au doigt mouillé, puis en fait ils ont fait peut-être que 51, je ne sais plus quels sont les résultats exacts, mais grosso modo voilà. Et du coup ça répond pas aux attentes de Wall Street et c'est le plus problématique. Ouais. Toi ce qui t'importe c'est quoi? C'est les chiffres de vente de Mac, d'iPhone, etc. Moi ce qui me fait plutôt moi c'est pas ce qui m'importe. Ce qui importe à Apple c'est qu'elle gagne de l'argent et aujourd'hui c'est une entreprise. Ah mais rassure, t'inquiète pas. Je pense de ce point de vue là. C'est une société qui est saine, qui gagne beaucoup d'argent et qui à mon avis n'a pas un pied dans la tombe. Je m'occuperai beaucoup plus de la santé d'autres sociétés, de Dell qui s'est fait racheter elle-même par son propre créateur, des choses comme ça. Ça m'inquiète plus à la limite, je dirais, que l'avenir d'Apple aujourd'hui. Ouais. Jean-Christophe, toi quand tu découvres les résultats trimestriels d'Apple, quelle est pour toi la donnée que tu regardes en premier? Je suis désolé Guillaume, moi je me rangerais du côté des analystes. Et je retiens surtout quelque chose que je trouve extrêmement marquant, c'est une première forme de mea culpa, le terme est sans doute trop fort, mais au moins en creux, une remise en question de la part de Tim Cook, parce que à quel niveau? À quel niveau demande Gilles? Oui, j'ai entendu. Quand on écoute justement quand on a écouté la conférence téléphonique avec les analystes, Tim Cook dit bien
en creux que les ventes du 5C sont un peu décevantes, ou en tout cas qu'ils ont été étonnés de l'essor du 5S par rapport au 5C. Et donc clairement, je trouve ça intéressant parce que ça peut amener, pour les mois ou pour la saison prochaine peut-être, ce qu'on est nombreux à appeler de nos voeux. Alors, il nous a manqué le bout de la phrase importante, je pense, Jean-Christophe. Ouais, ça a coupé il y a 2 secondes, en fait. Ouais. Pardon. Ça peut amener quoi ? Ça amènera peut-être de nos voeux. Voilà, bah écoute, je pense qu'une superpuissance veut t'empêcher de parler parce que... Même endroit. Parce que t'as été coupé pile au même endroit. Erwan, même question. Toi, qu'est-ce que tu regardes quand les résultats d'Apple tombent ? Tu regardes les chiffres en dollars ou tu regardes les ventes ? Qu'est-ce qui compte pour toi ? Non, mais j'ai eu un peu la même réaction, moi, le matin, parce que j'étais en plein dans les vidéos et le montage des vidéos sur le Mac Pro. Et puis le matin à la radio, à 6-7 heures, là, ils annoncent des chiffres catastrophiques et tout. Donc après, je suis allé voir sur les sites généralistes. Et puis j'ai vu un peu le nombre d'iPhone, d'iPad. Ouais. Je me dis, bon, bah ça va, quoi. Mais c'est vrai qu'on attend toujours plus. Donc, ouais. Et puis Apple marche aussi là-dessus. Donc c'est le jeu et ils jouent à ce jeu-là. Donc voilà, mais bon, je suis pas non plus inquiet plus que ça. C'est vrai que le 5C a été... Voilà, je pense que beaucoup de gens attendaient du low cost. Apple n'en fait pas. Et donc, ils ont essayé de passer quelque chose et ça a été mal compris. Ouais. Le message était assez trouble. Enfin, sur le 5C, tout le monde dit qu'il est beaucoup trop cher. Hein. Bon. Ouais. Juste parce que c'est important quand même de savoir de quoi on parle, je vous donne juste les infos essentielles du communiqué d'Apple. Chiffre d'affaires, 57 milliards de dollars. Bénéfice net, 13 milliards. Voilà, les chiffres c'est deux chiffres records, hein, parce qu'on était en dessous en chiffre d'affaires sur le trimestre précédent. En revanche, le bénéfice est légèrement inférieur, c'est vrai. Après, en termes de vente, 51 millions d'iPhone, 26 millions d'iPad, 4,8 millions de Mac, contre 4,1 au trimestre précédent. Bon, les chiffres sont dans tous les sens à la hausse. Donc, on attend toujours des... Alors, les records suffisent pas, en fait, avec Apple. Il faut toujours plus. Et puis, en fait, je pense que le problème, c'est que tout le monde, les analystes en premier, sont toujours à l'attente du prochain next big thing d'Apple, quoi. C'est quel va être le prochain gros truc. Donc, ils attendaient... Pendant 5 ans, ils ont attendu la télé qui n'arrivait pas. Là, maintenant, c'est la montre qui n'arrive pas ou qui arrivera peut-être pas, on ne sait pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas... On est dans une situation où on attend toujours qu'Apple fasse un produit révolutionnaire chaque année. Maintenant, c'est pas possible. Une entreprise ne peut pas faire des produits révolutionnaires chaque année, parce que c'est juste ingérable même pour une entreprise quelconque. Puis on sait bien que c'est pas ce jour-là qu'Apple annonce des nouveaux produits quand même. Ah oui, mais de toute façon, c'est toujours été comme ça. C'est que les résultats d'Apple, quels qu'ils soient, il y aura toujours sujet à controverse parce que les baisses d'un produit sont un peu moins bonnes que les autres, sont un peu moins bonnes que les autres. Alors moi, ce que je retiens quand même, c'est le très bon chiffre du Mac dans un marché qui est très en baisse. Les ventes de Mac sont en très forte progression. Et puis, pour les 30 ans du Mac, je trouve que c'est plutôt un beau cadeau, quoi. Carrément, quasiment 5 millions de Mac vendus. Ça vous fait plaisir, les amis ? Ouais. Gilles ? Oui, tout à fait. Tim Cook soulignait que ça faisait 30 trimestres sur 31 d'affilée que Apple faisait davantage que le marché dans son ensemble. Là, on est dans une baisse du marché de 17%, je crois, ou 11%, et 30% de progression pour le Mac. Ouais. Ça donne quand même un certain nombre d'idées, et surtout sur des gens qui sont censés avoir leur propre business qui est cannibalisé par un autre segment qui est celui des tablettes. Ouais. De toute façon, si on regarde le marché, ça fait X trimestres à la suite que le marché PC baisse et que le marché Mac continue d'augmenter. 30 sur 31. En tout cas, la part de marché. Hein. Les parts de marché, en tout cas. Oui. Alors, je voulais dire un truc à Guillaume, c'est que le Next Big Thing, apparemment, arrive, puisque Tim Cook a signalé, on lui disait que le bénéfice baissait, était un petit peu moins bon que le trimestre précédent de l'année, le trimestre équivalent de l'année dernière, qui est celui de Noël, qui est le plus important pour l'ensemble de l'industrie.
Tim Cook a dit qu'ils avaient provisionné beaucoup plus de recherche et développement parce que justement il a annoncé à Vancouver qu'il y avait quelque chose d'énorme qui arrivait, une autre grosse annonce cette année. Que donc ils avaient fait un gros effort sur la recherche et développement. Elle est passée à 1300 milliards, je ne veux pas dire de bêtises, et au lieu de 1000 pour les 9 mois, il y a 9 mois de ça. Tout à fait. Oui, la question que tout le monde se pose, c'est plus la capacité d'innovation que les moyens d'innover, parce que Apple a suffisamment d'argent en caisse pour investir. Maintenant, voilà, depuis la disparition de Steve Jobs, on a toujours, on n'a toujours pas vu arriver un produit génial. Alors, est-ce que le Mac Pro, alors Erwan, peut-être question pour toi, est-ce que le Mac Pro, pour toi, il porte la signature de Steve Jobs ou pas? Je pourrais pas dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'innovation dans le Mac Pro et que ça va changer la donne pour tout ce qu'on peut parler d'ordinateur, de bureau pour les prochaines années, parce que ça va apporter un form factor, une taille et un silence qui va être très important, qui, je pense, va obliger les autres constructeurs à être de la même qualité. Ma question, c'était plutôt, là je te demande pas non plus de me sortir un scoop, mais est-ce que tu penses que de là-haut, Steve Jobs est content de ce qu'Apple a sorti avec le Mac Pro? Je pense que Steve Jobs était déjà au courant du Mac Pro avant qu'il nous quitte, donc je crois que c'est encore un des produits qu'il a dû démarrer et sur lequel il a dû suivre pas mal de choses. Donc, d'accord, tu penses que c'est un produit dont le développement a commencé alors qu'il était encore vivant? Oui. Je pense, ouais. Moi, j'en suis convaincu. On sort pas quelque chose comme ça aussi radical en moins d'1 an et demi, quoi. Donc, il n'y a qu'à voir l'émotion avec laquelle Phil Schiller a lancé sa boutade incapable d'innover mes fesses. Quand il l'a présenté, l'émotion avec laquelle il l'a montré et en juin et cet automne, il y avait quelque chose du testament de Steve qui était là, je pense. Bon, apparemment, vous êtes tous d'accord sur l'héritage de Steve Jobs, mais justement, le Mac Pro est peut-être le dernier produit à sortir dont Steve Jobs a eu connaissance, parce que les prochains, c'est pas garanti. Mais le problème après, c'est qu'on imagine qu'Apple, c'est une société qui fait. On voit Apple comme la boîte qui doit révolutionner chaque année, ce que je disais il y a 2 minutes. Mais c'est aussi une boîte qui. Mais c'est eux qui ont placé la barre aussi haut aussi. Oui, mais en même temps, après, le truc, c'est qu'ils savent très bien que quand Jobs a présenté l'iPhone, il a dit il y aura un avant et un après iPhone, clairement. Il a marqué comme ça le coup, et tout le monde disait au début haha, ils sont très drôles. Et puis aujourd'hui, on voit que finalement, ils rigolaient pas tant que ça, et tout le monde les a suivis. Pour l'iPad, c'est pareil. Tout le monde a dit ils sont un gros iPhone, et puis ça va pas marcher, et puis ça a cartonné. Mais après, une fois que leur produit majeur est lancé, ils ne font que la raffiner. C'est un travail de raffinement, en fait, au fur et à mesure des années. Et je suis désolé, je suis passé sur l'iPhone 5S il y a pas longtemps, et entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5S, je suis passé, donc j'ai sauté une génération, j'ai pas fait la génération iPhone 5 directement. C'est un produit, ce sont 2 téléphones qui, à mon goût, sont presque très différents. Dans le fond, pas forcément dans le fonctionnement reste le même, mais les changements d'OS qui ont eu lieu, la façon dont le téléphone a été allégé, a été amélioré, le Touch ID, tout ça, toutes ces technologies-là rendent l'iPhone 5S beaucoup plus agréable à utiliser que le 4S qui, pourtant avec 2 ans, il paraît complètement dépassé. Et en fait, Apple, c'est une société qui est itérative. Elle fait toujours de l'amélioration de l'existant pendant quelques temps, et puis après, une fois qu'elle a bien amélioré, pendant ce temps-là, ça lui laisse le temps un peu aussi de refaire table rase en douce, et après, boum, de lancer leur gros truc quelques années plus tard. Donc, si je comprends bien, Guillaume, pour toi, l'iPhone 5S, c'est une évolution, mais avec pas mal de nouveautés, quoi. Voilà, c'est une évolution majeure, c'est pas un petit appareil, c'est une évolution majeure. Vous êtes d'accord, les amis? Oui. Qui veut prendre la main? Oui, ils l'ont discuté pendant la conversation avec les analystes ensuite. Je dis les gros mots encore, désolé. Non, analyste, ça va, on supporte. Discuter la philosophie d'Apple par rapport entre l'itératif, c'est-à-dire l'amélioration petit à petit d'un modèle à l'autre, et le disruptif, c'est-à-dire le gros coup, style iPhone ou iPad, en disant mais l'ère post-PC a commencé là.
Et donc il y a une balance entre les deux, un équilibre, un compromis à trouver qui a été discuté là, et c'est à cette occasion-là que Tim Cook a placé que il fallait s'attendre à quelque chose d'assez lourd pour l'année qui vient, l'année 2014. Il dit ça tous les ans, début janvier, on a droit à ça va être une super année. Dans le pipeline, on a des trucs d'enfer. On est très confiant par rapport à nos produits. Ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Et, on peut les comprendre, mais même s'ils se plantent de temps en temps. Hein. Mais là, il a annoncé qu'il y avait quelque chose de gros à venir. C'est peut-être parce c'était assez tendu en plus. C'était pas les mêmes analystes que d'habitude, et les réponses étaient plus sèches. Il y a moins de copains, c'est ça que tu veux dire. Analyste friendly, si je peux risquer cette expression. Erwan, est-ce que pour toi le Mac Pro est annonciateur d'une, on va dire, de vraies nouvelles machines dans le reste de la gamme, peut-être ? Il va y avoir des nouveautés qu'il y a dans le Mac Pro, comme le Thunderbolt 2, comme la nouvelle technologie de SSD interne. Je pense que ça va arriver très rapidement dans l'iMac et dans les MacBook Pro, par exemple. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a une grosse partie des nouvelles technologies qui vont arriver très, très, très prochainement. Parce que, par exemple, pour le Thunderbolt 2, je crois qu'Intel, maintenant, interdit des accessoires... de le sortir des accessoires en Thunderbolt 1. Donc, obligatoirement, ça va être du Thunderbolt 2. Donc, il va falloir mettre à jour toutes les machines. Alors, justement... Cela dit, un truc, le problème, c'est par exemple, intégrer Thunderbolt 2, c'est bien, mais ce ne sera pas ça qui va révolutionner réellement qui va pousser les utilisateurs à se dire, tiens, je vais changer de machine. Pas demain matin. Enfin, la plupart des gens qui ont un iMac ou un MacBook Pro vont pas se lever demain matin en disant ouais, je passe au Thunderbolt 2, youpi, je vais avoir plein de trucs en plus à pouvoir connecter sur mon ordinateur. Ça n'aura pas un impact révolutionnaire, je pense, là-dessus. La question, c'est quelle est effectivement... Quand Apple sort une nouvelle technologie, il faut quand même qu'elle ait un intérêt derrière. Si c'est pour sortir une nouvelle technologie, la rendre grand public comme ça... Aujourd'hui, je vois pas ce qui serait majeur qui permettrait de dire tiens, le Thunderbolt 2 c'est vraiment trop génial, il faut y aller. Quoi. Erwan, justement, si j'ai bien compris, en gros, Thunderbolt 1 c'était 10 gigabits seconde, Thunderbolt 2 c'est 20 gigabits seconde. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en plus qu'on ne pouvait pas faire avec le Thunderbolt 1 ? En fait, le 1 c'était déjà 20, sauf que c'était séparé en 2 voies. Et là, ils ont juste mutualisé, c'est pratiquement la même chose en fait, c'est juste la connectique qui change, mais le câble c'est le même. Donc ils ont mutualisé en fait, ils ont le port en fait, juste le chipset en fait du Thunderbolt. D'accord. C'est les mêmes câbles. C'est exactement le même. Hein. Donc, et les câbles sont compatibles. Ouais. Donc ça apporte une plus grande bande passante, donc pour des plus gros débits, donc pour les professionnels c'est important. Pour des cartes d'extension par exemple, avec des châssis d'extension. Pour saturer 10 gigabits seconde déjà, il faut y aller. Hein. Oui, mais maintenant tout le monde a le 4K en tête, donc va falloir en mettre du 4K et faire du multicaméra en 4K, de la stéréoscopie en 4K. Donc, et pour ça, on a besoin du Thunderbolt 2. Mais pour le grand public, je parle pour les professionnels, pour le grand public, c'est vrai que l'intérêt va être moindre, même si certains constructeurs grand public vont arriver avec des produits très prochainement, Thunderbolt 2, et qui vont toucher tout le monde. Alors, tu le disais, ou je ne sais plus lequel de vous deux le disait, mais Intel effectivement pousse vers le Thunderbolt 2. C'est toi, Guillaume ? C'est Erwan qui disait ça. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a des produits qui devaient sortir et qui n'étaient déjà pas en avance se retrouvent encore repoussés. C'est le cas notamment d'un dock assez intéressant qui doit arriver chez Sonnet, si je ne me trompe pas. C'est ça, Erwan ? qui a été annoncé pour le mois de juin l'année dernière et qui a été repoussé pour le mois de juin de cette année. Voilà, donc c'est deux docks qui s'appellent Echo 15 et Echo 15 Pro Plus. Alors on trouve tout un tas de ports, hein. C'est un vrai aiguillage, on va dire, puisqu'il y a même un lecteur graveur de DVD ou de Blu-ray. Il y a des connecteurs USB 3, SATA, eSATA, FireWire 800, entrée et sortie audio, et puis du gigabit Ethernet évidemment, et bien sûr du Thunderbolt. Alors ça devait être du Thunderbolt 1, et puis en fait, voilà, comme il faut que ce soit du Thunderbolt 2, Sonnet doit revoir sa copie, et du coup, le produit est pas prêt, et donc c'est pas pour tout de suite. Le produit, on peut quand même le précommander,
$400 pour la version de base et jusqu'à $550 pour la version dotée d'un espace pour un deuxième SSD. Et ça, c'est une version avec un lecteur graveur Blu-ray. Donc on est quand même dans des produits très pro. Ouais. C'est quand même du super pro. C'est du super pro, ça, Erwan ? Pour moi, c'est du pro. C'est du... Oui. L'amateur averti, on va dire. Ouais, voilà. Mais disons que ça sera pas grand public, clairement. C'est pas ça, encore une fois, qui va vendre de l'iMac ou du MacBook Air à foison. C'est sûr. Donc voilà, ça c'était la première news que moi je voulais vous donner aujourd'hui. Puisqu'on était sur les chiffres d'Apple et les résultats, on a eu des chiffres sur les parts de marché justement de l'iPhone aux US qui montrent que les parts de marché d'Apple ont pas mal évolué avec les nouveaux iPhones, à tel point que Apple est repassé devant Samsung avec quasiment 50% du marché des smartphones aux US, 48% contre 31% pour Samsung. Le trimestre précédent, Samsung était devant avec 38% contre 34% pour Apple, donc Apple a gagné 14 points avec les iPhone 5S et 5C. Alors cela dit, c'est pas mal, hein. C'est forcément faussé, puisque de toute façon, à partir du moment... la comparaison trimestre précédent et trimestre suivant, en fait, elle est faussée, puisque les gens... C'est pas une période d'achat, ça que tu veux dire. On sait que c'est itératif chez Apple et que chaque année, à peu près à la même période, ils vont sortir un nouveau téléphone. Donc les gens se disent, je vais pas acheter au bout de 12 mois, je vais pas acheter un iPhone 5 classique, alors que je sais que le 5S va sûrement sortir dans les 1 ou 2 mois qui suivent. Donc forcément, mathématiquement, ça va chuter côté Apple. Et puis quand le nouvel iPhone sort, forcément, ça va être la nouveauté, donc ça va remonter. Donc moi, les parts de marché, le souci, c'est toujours que c'est une métrique qui est complexe et qui, aujourd'hui, rime pas à grand-chose. Alors, comparer constructeurs, encore ça va. Comparer la part de marché des systèmes d'exploitation, c'est pas tellement intéressant en réalité. Donc ça, tu veux pas savoir que iOS a 48% aux US et Android 46%. Ça change quoi ? Non mais honnêtement, ça change quoi ? Les développeurs maintenant savent qu'ils ont 2 plateformes sur lesquelles ils peuvent développer sans souci et qui sont très riches et qui fonctionnent très bien. Tout le monde est content, voilà. Ouais. Après, si vous préférez avoir un téléphone avec un grand écran, Samsung le fait. Apple va attaquer un marché plus, on va dire, un peu plus sophistiqué peut-être, plus haut de gamme. Et puis ça marche aussi pour eux, donc voilà. Les parts de marché entre Apple et Samsung, ça vous parle ? Alors il y a deux éléments à mon avis. Alors, Jean-Christophe, Guillaume a tout à fait raison, d'autant que... Attends Gilles, on va d'abord commencer avec Jean-Christophe. En termes de trimestre... on va commencer par Gilles alors. Apple s'est mis en position de mettre l'essentiel de son paquet sur le trimestre de Noël qui est le plus important, et il place un maximum de téléphones quand il arrive à avoir un équilibre dans les modèles, quand il se prend pas les pieds dans le tapis, et quand il arrive à livrer à temps. Et les bons résultats de ce trimestre, ça a été la possibilité de livrer les nouveaux iPads et les nouveaux iPhones à peu près en quantité, en tout cas davantage que ce qu'ils avaient fait le trimestre suivant, le trimestre de Noël de l'année précédente. Samsung sort son produit au mois de mars. C'est vrai qu'il y a un décalage entre les... On a des cycles comme ça de... Ils ont 6 mois d'écart en gros. Hein. Voilà. Pardon ? Ils ont exactement 6 mois d'écart, parce que l'iPhone sort en septembre et le Galaxy S5 doit arriver dans un peu plus d'un mois après Barcelone, après le Mobile World Congress. C'est ça. Donc les cycles, les cycles et l'acmé du cycle est différent, et ils sont désynchronisés, ils ne sont jamais en compétition. C'est une compétition à distance, comme lors des essais dans un Grand Prix de Formule 1, et c'est pas une vraie course avec un départ au même moment. Petite question, Erwan, tu as quoi comme téléphone ? Un 5. iPhone 5. iPhone 5. Jean-Christophe, tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. Alors j'ai, après mûre réflexion, un 5S. Et ayant eu moi un 5 avant, je partage pas l'avis de Guillaume. Alors évidemment, si on en prend un sur deux, oui, les différences sont frappantes. J'avoue qu'entre le 5 et le 5S, je suis ravi d'avoir un 5S, mais je vois pas bien la différence pour utiliser les deux quasiment au quotidien. Ouais. Gilles, tu as quoi, toi ?
J'ai un 4 parce que j'ai cassé le 4 en juillet, donc j'ai eu un renouvellement moyennant un prix forfaitaire, et donc je n'ai pas fait la mise à jour que j'avais envisagé vers le 5S. D'accord. Et, donc on a deux 5S, j'ai un 5S aussi. J'ai testé le 5C, Ouais. il y a une vraie différence même avec le 4S que j'avais pu tester. Pour revenir sur ce que disait Guillaume. Ouais. Différence quoi? C'est la partie photo qui t'a le plus impressionné ou c'est la rapidité globale du téléphone? La rapidité, ouais. La qualité du son. C'est pas le même. Comment dire? Il y a il y a un pas énorme, alors que le 3GS vis-à-vis du 4 était pas si important que ça. Quoi. Alors, il y a même au niveau de la puissance de calcul, elle est le saut entre le 4S et le 5C est plus importante que le 5 vis-à-vis du 5S. Alors moi il y a aussi un autre truc sur lequel j'ai fait une modification, j'ai changé, c'est aussi que je suis passé, j'ai changé d'opérateur et je suis passé sur un réseau 4G. Donc il y a un vrai confort aujourd'hui par rapport à la 4G maintenant qui est apporté réellement. En plus, moi j'ai eu alors pour être très très clair, j'étais chez Free, je suis passé chez Bouygues et il y a un impact significatif, c'est sur la batterie. Puisque avec l'iPhone 4S sur le réseau de Free, j'ai eu du mal à tenir sur une journée complète, c'était quasiment impossible. Là, j'en sais chez moi le soir, je suis à 50 ou 40% de batterie. Donc c'est réellement, il y a un vrai impact très positif. À ce niveau-là, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors que tu es en 4G. Alors je suis en 4G toute la journée, quasiment. Et donc tu as fait le choix de Bouygues pour la compatibilité pour les réseaux de fréquences. C'est même pas un choix de. Enfin, je veux pas faire de la pub de Bouygues, c'est pas le propos, mais il s'avérait que c'était plutôt une histoire de forfait qui était plus intéressante à ce moment-là. D'accord. Et qui correspondait à mon besoin, donc j'ai pris ça et j'en suis très content. Enfin, dans l'ensemble, et ça a un vrai impact. Alors c'est vrai que par exemple sur des outils comme Siri. Siri, c'était une plaie à utiliser avec l'iPhone 4S parce que le réseau, quand il n'y a pas de réseau, ou que le réseau est très lent, du coup Siri ne répond pas bien parce que tout se passe en mode cloud, c'est les questions, quand on envoie les questions et les réponses. Là, Siri, je lui fais des fois, je m'amuse, quand je suis sur mon 2 roues, je m'arrête des fois à un feu. Si, je m'arrête au feu rouge en fait, c'est pas des fois, je m'arrête au feu rouge. Et je lance un truc du style, prends-moi un rendez-vous, note tel truc, ou envoie un message à une personne et puis je donne le message. Ça répond du feu de Dieu en 4G. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça rend Siri vraiment intéressant. Ouais. Vous êtes tous en 4G, les amis, ou pas? Oui. Jean-Christophe, oui. Erwan, oui. Gilles? Je pensais pas y être vu que j'avais un 5, mais comme j'étais chez le bon opérateur, j'ai la 4G, donc j'étais content. C'est l'avantage. Donc t'étais chez Bouygues, hein, en clair. Gilles? Et non, avec le 4, on est toujours en... Eh oui, excuse-moi. C'est l'heure, c'est la fatigue. Voilà, tu gagneras aussi la 4G quand tu changeras d'iPhone pour un prochain modèle peut-être. La dernière news dont je voulais vous parler, les amis, elle concerne sans doute assez directement Jean-Christophe, puisqu'elle concerne les nouveaux noms de domaines qui sont en train d'arriver. Et on apprend assez régulièrement qu'Apple réserve des nouveaux noms de domaines, enfin en tout cas bloque des noms de domaines avec les nouvelles extensions. Et l'extension du jour avec les noms de domaines réservés par Apple, c'est l'extension .guru. J'adore. G-U-R-U. J'adore, il m'en faut un. Il t'en faut un, hein? Ah, il m'en faut un. Ah bah oui, carrément. Donc Apple.guru, c'est trop tard. iPhone.guru aussi. iPad.guru, Mac.guru. Et puis il y a toute une série encore de noms de domaines, alors qui sont pas encore enregistrés, mais en tout cas qui ont l'air préemptés. Apple TV Guru, MacBook Guru, iPod Guru, etc. Jean-Christophe, c'est pile ton domaine, ça. Oui, exact. Et alors il y a une illustration intéressante de la discussion qu'on a en fait depuis un moment, qui est un peu Apple contre Android, pour faire simple. Apple a, en fait, avec le programme des nouvelles extensions, les entreprises avaient décidé. Et ben voilà, dès que tu parles d'Apple, je pense qu'il y a une censure. Voilà. Je sais pas d'où elle vient. Alors, pour information, je viens de faire un test, je suis à 280 mégasecondes. Donc je sais pas où est le problème. En upload En upload à 50. Ce qui n'est pas ridicule. Ce qui n'est pas ridicule. Bah, tu sais quoi, recommence et je suis sûr qu'on va te comprendre. Alors dis-nous. Donc le .guru, c'est une extension qui a été déposée par une entreprise américaine qui ne vend que des noms de domaine. Mais la nouveauté, c'est que les entreprises elles-mêmes
pouvaient déposer leur marque ou d'autres extensions. Et donc Apple a déposé le point Apple. Voilà. Et apparemment, ils ont passé la première étape dans l'obtention du nom de domaine. Hein. Tu me le confirmes ? Tout à fait. C'est-à-dire, alors, c'est quoi les différentes étapes ? Alors, il a fallu, il y a 2 ans, faire un dossier, en fait, pour prendre une extension .guru Apple. Et ensuite, l'autorité qui gère tout ça, qui s'appelle l'ICANN, autorisait ou non, en fonction de critères techniques, l'extension à voir le jour. Et donc, le point Apple va exister, mais il y a encore quelques mois de tests qui doivent encore être accomplis pour que le point Apple soit vraiment accessible depuis Safari, par exemple. Mais ça veut dire qu'on aura une adresse apple.apple, parce que c'est ridicule, non ? Alors, c'est bien que tu poses la question. Toutes les entreprises pouvaient demander les extensions qu'elles souhaitaient. Apple a choisi de n'enregistrer que le point Apple. On ne sait pas encore ce qu'elle va en faire, peut-être rien. En parallèle, Google a déposé 101 extensions, et notamment des choses un peu plus pertinentes comme le point App, le point Doc. Voilà, donc on a d'un côté une entreprise qui semble... Le point iPhone, dit Guillaume. Pas le point iPhone, mais effectivement le point Android. Enfin, voilà. Donc d'un côté, un vrai écosystème sur Internet, et de l'autre, une entreprise plus recentrée sur sa marque. Voilà. Et le calendrier, pour toi, pour que ces extensions de marque et le point Apple notamment entrent en vigueur, c'est pour quand ? Là, aujourd'hui, pour le point Apple, c'est une question de mois. Ah oui. Voilà. Mais sachant que... Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise qui déposait son extension n'est pas obligée de s'en servir. On peut imaginer, dans la mesure où Apple n'a déposé que le point Apple, qu'elle l'a fait juste pour protéger sa marque, et qu'elle s'en servira avec parcimonie, voire même pas du tout. Oui, comme elle dépose les points gourous qui lui serviront sans doute pas. Exactement. Hein ? Moi, j'ai pris le domaine quand.gourou. Quand.gourou, je trouve ça génial. Attends, qu'est-ce que Guillaume ? Non, je disais, j'allais prendre le domaine quand.gourou. Quand.gourou, moi, je trouve ça top. Vraiment, je le fasse. Gilles, tu veux une petite extension pour toi ou pas ? Gilles ? Pardon, oui. Est-ce que tu veux une petite extension ? Un point Là, je passe, j'ai pas d'idée. Non, c'était une question. C'était une question. Là, il s'agit clairement d'éviter le cybersquat pour Apple, comme ils avaient au moment de l'extension de l'envolée de l'iPod, demander à nos amis d'iPod Génération d'enlever l'iPod de leur nom de domaine, et c'est pour ça qu'il s'appelle iGénération maintenant. Oui, on a tous été embêtés à un moment ou à un autre, je pense, hein, par les avocats d'Apple sur des noms de domaines qu'on a utilisés, ou des marques qu'on a déposées voilà, et qu'on a retirées ou pas. Voilà, on a fait le tour, je pense, des résultats et de l'actu. On va maintenant en arriver à cette belle bête, à cette grosse machine qu'est le Mac Pro. À tout de suite. Voilà, le Mac Pro, c'est le nouveau Mac haut de gamme pour les pros, pour les monteurs vidéo, pour les graphistes, pour ceux qui font de gros calculs. Alors, on est tous, je pense, très intéressés par cette machine. Il y en a un qui la connaît mieux que nous, c'est Erwan Le Cloirec. Erwan, tu la testes depuis un mois. Je peux continuer de renvoyer vers nos amis d'iCreate, puisque dans iCreate de ce mois-ci, vous avez donc ce test hyper complet du Mac Pro. Je crois d'ailleurs que c'est le Mac Pro que vous aviez chez Yak Yak Yak, hein, Erwan. Ouais, on a passé une journée dans la rédaction d'iCreate, et puis on leur a prêté pour qu'ils puissent faire quelques benchmarks et tester un peu la machine pour pouvoir sortir, parce qu'ils devaient recevoir la machine juste après le bouclage du numéro. Donc
Donc voilà. C'est un grand classique avec Apple. Juste, parce que je suis un peu curieux, moi j'aime bien connaître les petites histoires. Qu'est-ce qui fait... Ça a vraiment été la seule machine, la première en tout cas, qui a été dispo en France ? Ouais. Je crois que... En fait, il devait y avoir 400 machines avant Noël en Europe. En fait, on était 4-5 invités pendant une journée. Et je crois qu'il y en a eu 3 en Angleterre, 1 en France et puis peut-être 1 en Allemagne, je crois. Je sais pas. Est-ce que tu l'avais vu tourner ? Moi, j'étais à l'IBC en septembre à Amsterdam. Il y avait des démonstrations vraiment très confidentielles derrière le rideau dans des salles privées, etc. Est-ce que tu avais pu approcher la machine avant ce fameux 21 décembre ? Eh bien non, je n'étais pas invité à IBC. Je n'étais pas invité non plus, hein. J'y suis allé à mes frais, mais bon, il était là-bas. J'ai entendu des gens qui étaient revenus avec un sourire pas possible sur les lèvres, les yeux pleins d'étoiles. Donc du coup, ça m'avait vraiment donné envie. Et puis voilà quoi. Donc il a fallu attendre 3 mois, mais voilà. Parce que justement à cette occasion, donc c'était mi-septembre, hein, c'était il y a quand même c'était 3 mois avant que tu reçoives ce premier Mac Pro disponible en France. Apple montrait donc le Mac Pro et montrait aussi la version de Final Cut qui est sortie en même temps que Mavericks, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, la 10.1. C'est ça, hein. Donc avec tous les bénéfices liés à Mavericks et au Mac Pro, évidemment. Alors, les tests, tu peux nous raconter un petit peu déjà la machine voilà, c'est une approche complètement nouvelle finalement de l'ordinateur et même de la place qu'il occupe dans un bureau, dans une salle de montage. Quand on le déballe pour la première fois, quelle impression on a ? Quand on le déballe, on le trouve plus petit que ce qu'on pensait. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Un petit peu plus grand. Il est tout petit, hein ? Il est tout petit et il est très dense en fait. Il est assez lourd. Il est très dense. Je confirme, c'est vrai que moi je l'ai touché dans un Apple Store et je l'ai pris en main en espérant qu'un vendeur ne me tombe pas dessus en me disant ne touchez pas. Et c'est vrai que c'est incroyablement dense. C'est-à-dire qu'en fait on se rend pas compte du poids de l'objet tant qu'on l'a pas pris dans les mains aussi. Ah oui, quand même, c'est impressionnant. Il pèse combien grosso modo ? Honnêtement, j'ai pas pesé, donc on va regarder. Mais on sent qu'il y en a à l'intérieur. Ouais, non, mais tout est matériaux nobles, hein. Il y a très peu de plastique, c'est que de l'alu. La coque qui recouvre entièrement, là, c'est que de l'alu, donc rien que la coque, elle est assez lourde. Et puis vraiment à l'intérieur, c'est très très dense. Donc entre les processeurs, les cartes graphiques, et puis il y a la turbine, voilà, je pense que c'est assez dense. La turbine, c'est l'unique ventilateur, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Puisqu'il y a un ventilateur, mais il n'y en a qu'un, et apparemment il est hyper discret. On l'entend pas. Ouais. On entend juste quand on met son oreille au-dessus du Mac Pro, on a l'air qui rentre dans l'oreille, donc ça fait du bruit, mais c'est à cause de l'air. Mais sinon, on peut lancer des encodages pendant 2 heures, mettre les 12 processeurs ou les 8 processeurs qu'on avait à travailler non-stop, ça fait pas un bruit. Ouais. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'Apple vous a confié à vous ce premier exemplaire ? Non, on ne sait pas du tout. Je pense que depuis, il y a quelqu'un qui a 5 ans et nous, on est orienté très professionnel, solution professionnelle. Et je pense qu'ils voulaient des tests orientés vers les utilisateurs pro, plutôt que des benches avec des graphiques, on compare différents tests benchmark. Et nous, c'était notre voie qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire qu'on est allé voir des utilisateurs, des coloristes, des monteurs, des compositeurs, des musiciens, et puis on a mis la machine entre leurs mains, et puis on dit voilà, qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'on voulait pas trop rentrer dans le jeu, parce qu'après on savait que plein de personnes allaient faire des benchmarks et autres, mais on voulait voir ce que ça apportait, en fait. Est-ce que ça apporte un plus par rapport à un iMac ou un MacBook Pro, et en quoi ça change les habitudes. Parce que le premier truc que vous avez fait, ça n'a pas été de faire tourner des benchmarks, mais c'est vraiment de vous mettre devant un projet réel et de voir ce que ça changeait en termes de rapidité, de fluidité. Ouais, on était vraiment sur l'expérience utilisateur plus que sur lancer des benchmarks. Alors on en a lancé, mais je crois qu'on n'a pas communiqué. Il y a juste un benchmark qui était orienté Final Cut Pro 10, parce que beaucoup de nos lecteurs voulaient
comparer leurs machines au Mac Pro, bien sûr, avec notre station. Donc on a lancé un test global sur le forum et puis avec un projet qu'on trouvait qui s'appelle Bruce X et donc qui permet de tester, c'est un projet de 2 secondes en 5K qui utilise des librairies qui demandent beaucoup de ressources au Mac de Final Cut Pro 10 et ça permet de voir un petit peu, donc il fait travailler les cartes graphiques et puis les processeurs. D'accord. Tu sais quoi, Erwan ? Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui n'ont pas encore vu le Mac Pro. On va le regarder pendant 30 secondes, tu veux bien ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Voilà, l'automne 2013. En fait, bon, on va dire ceux qui veulent un Mac Pro maintenant, ça va plutôt être printemps, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Hein ça, on est où d'ailleurs, Gilles, les dispos du Mac Pro, qu'est-ce que je regarde, je peux vous donner en attendant le poids. Ah tiens, c'est 5 kilos tout rond. 5 kilos quand même, ouais, effectivement. Ouais. Alors, si tu peux nous trouver les dispos, j'ai pas les dates à jour, peut-être que vous savez ça, Erwan ou... Ouais, il y a certains vendeurs qui vont recevoir au compte-gouttes à partir de demain, je crois. Ah, oui, mais ça c'est pour ceux qui l'ont déjà réservé. Oui, ceux qui ont déjà précommandé. L'expédition, c'est mars sur l'Apple Store en ligne. Ah oui, ça veut dire que si on se réveille maintenant, voilà, ce sera pour le printemps, quoi. Hein, quand on mettra des t-shirts. C'est à peu près ça, oui. Le ventilateur tourne lentement et fait peu de bruit parce qu'il est plus grand que les ventilateurs de d'habitude, de la même manière il est plus efficace de la même manière qu'un ventilateur de plafond, et plus efficace et beaucoup plus silencieux que quelque chose de table ou sur pied. Bien sûr. On s'est posé beaucoup de questions sur l'évolutivité de cette machine, Erwan. Alors, on sait qu'il y a 6 ports Thunderbolt, donc ça permet évidemment de brancher pas mal de périphériques, mais il n'y a pas encore tellement de périphériques Thunderbolt que ça, finalement. Et puis, alors, si on veut ajouter de la mémoire, ça coûte un bras. Si on veut changer le SSD, ça coûte un bras. Je ne sais même pas si c'est encore faisable. Parce que tu le disais, c'est une nouvelle génération de SSD aussi. Alors, si, le SSD, c'est une toute petite barrette. Et il y a juste une vis, et il faut retirer la vis et ça s'enlève très facilement. Et il y a pas mal de constructeurs et de fabricants qui ont annoncé là, depuis janvier qu'ils allaient fabriquer des SSD pour le Mac Pro. Ouais. Donc alors, au même form factor. Concrètement, c'est quel Alors j'ai vu la photo là dans iCreate. Effectivement, c'est un SSD qui est tout en longueur, hein, c'est ça ? Oui, c'est comme ça fait c'est sur la carte graphique, vous voyez. Je vais essayer de ne pas faire de reflet. Voilà, alors, c'est compliqué. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est une toute petite barrette, très plate. C'est ça, celle-là. Voilà. Et ça, c'est une des surprises de ce Mac Pro. C'est les performances de ce SSD qui sont juste incroyables. C'est-à-dire par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on gagne quoi en vitesse ? Là, on est aux alentours. Alors Apple est au-delà du giga. Nous, on était un peu en dessous du giga en lecture-écriture. Tu parles en gigaoctets par seconde. Gigaoctets. Ouais. 1 giga par seconde. Ah ouais. C'est le double de ce que... Ouais, c'est pratiquement le double des anciennes générations que j'ai moi dans mon Mac Pro actuel. Et je pense que ça va être la norme en 2014 parce qu'on a pu tester le Little Big Disk, le nouveau Little Big Disk 2 de l'ACI. Ouais. Et pareil, ils ont une nouvelle technologie de SSD qui est ultra rapide, qui passe en Thunderbolt 2. Et voilà, je pense qu'en 2014, il y a pas mal de choses au niveau des SSD qui vont arriver avec de très hautes performances. Ça permettra de lancer Word beaucoup plus vite. C'est très intéressant.
Guillaume, c'est ce que vous préférez, mais... Pour les professionnels, ça permet aussi de changer pas mal de choses. C'est-à-dire qu'auparavant, on travaillait toujours sur des disques. Bon, on mettait jamais, par exemple, pour la vidéo, les rushs sur le disque système. Parce que c'était, on utilisait les têtes de lecture tout le temps et ça pouvait casser, donc on perdait le système. Mais là, c'est tellement rapide qu'avec Olivier, le cofondateur du site, Yak, on a vraiment, ça nous a un peu chamboulé au niveau des méthodes de travail, en disant, sur un projet, on peut prendre temporairement, travailler sur le disque interne, parce que ça écrit tellement vite. En fait, au niveau des exports, ça aide vraiment en termes de rapidité, en fluidité, en accès. Donc ça change pas mal de choses, et au départ on voulait prendre la version minimum 256 je crois en SSD, et puis après on s'est dit non, on prendrait la version 1 Tera, même si c'est 800 € de plus, parce que ça les vaut vraiment. D'accord, c'est 800 € le coût du passage pour passer au Tera, je crois. Ouais. Et alors sur la mémoire vive, parce que là aussi on passe à une nouvelle techno de RAM, là pour le coup c'est faramineux le prix des 16 gigas. Comme d'habitude, il ne faut pas acheter sa mémoire vive chez Apple, et il faut aller chez son revendeur, et là on aura des meilleurs prix. D'accord. Tu as déjà pu voir à combien on pouvait toucher cette nouvelle mémoire Non, j'ai pas regardé honnêtement, j'en avais un peu la tête dans le guidon. On n'a pas regardé les offres chez les revendeurs. Parce que dans iCreate, j'ai vu que les 16 gigas coûtaient 1 200 €, c'est ça? Ah, peut-être, ouais. Non, mais c'est... Un truc très cher. Faramineux. Ouais. C'est très cher, c'est surtout que chez Apple, et dans les 2 mois, même avec le prix de la mémoire, ils le font, ils baissent les options. Ils avaient fait le coup avec la première génération d'iMac ultra plat, et dans les 2 ou 3 mois, le prix de l'option RAM avait été divisé par 2. Ouais, la mémoire a toujours été chère chez Apple, et elle le reste. Il n'y a pas de petit profit. Sauf quand on ne peut pas faire l'upgrade soi-même, notamment sur l'iMac 21 pouces, on est coincé, contrairement au 27 où là il y a une petite trappe. Voilà. Pour ça, je vais prendre un 27. Il faut prendre un 27 déjà pour la RAM. Guillaume, toi, ce Mac Pro, c'est une machine qui te fait envie ou pas? Est-ce que d'abord tu en as besoin? Non, non, très honnêtement. non, enfin, elle fait envie parce qu'elle est belle, etc. Puis c'est un pur produit Apple, c'est vrai que c'est un produit de design qui fait envie parce que physiquement il est beau. Ouais. Maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Non, clairement pas. C'est un monstre de puissance, c'est démesuré par rapport à mes besoins. Ouais. J'ai pas. Moi, je travaille. Il faut voir qu'il y a eu le marché a un peu bougé pour Apple, parce qu'il y a 10 ans, quand on parlait du Pro, ça englobait aussi toute la création graphique. Aujourd'hui, je pense que le Mac Pro, c'est vraiment une machine taillée pour Final Cut Pro, pour le professionnel, marché vidéo et audio, mais tout le marché création graphique, il va plutôt prendre de l'iMac. Il va plutôt rester à l'iMac 27 pouces. Et ce marché-là, aujourd'hui, du professionnel qui prenait de l'iMac... Tu parles de Photoshop, quoi. Ceux qui font du Photoshop... Ceux qui font du Photoshop, à mon avis, c'est plus intéressant de prendre ce genre de machine. Elles sont très chères par rapport au service rendu. Ouais. On va finir là-dessus, les amis, parce qu'il est 22h57. Pour ceux qui nous regardent en direct, ce ne sera pas la même heure sur les replays, mais c'est pas grave. Erwan, est-ce que vous, en dehors de cette machine, alors vous, c'est un vous collectif, hein, en dehors de cette machine de test, est-ce que vous allez passer au Mac Pro? Oui, quand on aura le budget, parce que pour moi, je fais un peu de la 3D, je fais même du compositing, donc il me faut une station avec les bonnes cartes graphiques. Donc c'est vrai que le budget augmente assez vite, donc on va essayer de mettre de l'argent de côté, puis un jour... Voilà. Et donc, quel Mac Pro tu conseilles de choisir? L'entrée de gamme suffit, c'est ça, hein? Ça dépend vraiment des besoins. L'entrée de gamme suffit, mais les 12 Go de RAM, on en parlait tout à l'heure, c'est léger, je trouve. Et donc, peut-être prendre les 12 Go et puis acheter des mémoires complémentaires chez son vendeur. Le SSD, je trouve que c'est important c'est vraiment un atout. Et puis, sinon, oui, après les cartes graphiques, en fonction de ce que vous faites, il y a plus ou moins un intérêt. Après, les D700 qui ont chacune 6 Go de RAM, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, Ok les amis, merci beaucoup pour cette heure passée avec vous en direct sur Watch TV dans iWeek. J'espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup Erwan d'avoir été avec nous.
On a monté ça un peu au dernier moment, mais c'était très sympa. Merci beaucoup à Jean-Christophe et à Gilles d'avoir été à nouveau avec nous. Et puis merci Guillaume, c'était un plaisir de te rencontrer enfin. Ça fait 20 ans qu'on se croise sans s'être jamais vu. Donc, il n'y a plus d'Apple Expo, donc on avait plus difficile. Exactement. Donc c'était très très chouette de passer cette heure avec vous, mais avec toi et avec vous au pluriel. Merci beaucoup de votre fidélité à iWeek. On se retrouve la semaine prochaine, 22h, 23h en direct sur Watch TV. Et les programmes continuent. Salut à tous.